Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur. Je suis monsieur Teka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de rejoindre cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Au Mali, vaste déploiement des paramilitaires russes sur l'ensemble du territoire. Plusieurs dizaines de militaires russes se déploient actuellement dans la ville de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Officiellement, il s'agit d'entraîner l'armée malienne et d'autres soldats sont encore attendus, alors même qu'ils sont déjà plusieurs centaines au Mali. La présence de militaires russes à Tombouctou est également confirmée de sources indépendantes. On peut les voir au volant de véhicules, non loin du camp militaire des forces de l'armée malienne, les FAMA, non loin de la base libérée le mois dernier par les militaires français de l'opération Barkhane. Les soldats russes sont notamment au centre où l'armée renforce ses positions en vue d'une offensive qui s'annonce. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à toutes. Nous tenterons de comprendre donc voilà cette confirmation de déploiement des paramilitaires russes, même si de sources concordantes, on avait déjà eu confirmation effectivement de ce déploiement. Bienvenue à toutes et à tous. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Avec comme fait marquant de l'actualité le déploiement des paramilitaires russes sur l'ensemble du territoire malien. Ils ont, je venais de vous le dire, ils ont été voilà, remarqués donc à Tombouctou dans le nord-ouest du pays où plusieurs dizaines de militaires russes ont été aperçus dans un grand déploiement. Ils sont voilà plusieurs centaines aujourd'hui mobilisés à travers le pays. Et dans le cadre de cette autre édition de la Palabre intellectuelle, nous tenterons de comprendre ce déploiement. Beaucoup parlent d'une vaste offensive qui se prépare, notamment dans le centre du pays où ils sont déployés aux côtés des FAMA. Les FAMA qui en profitent, en parlant des forces armées maliennes, qui en profitent pour renforcer leur position. Luc Michel, vous êtes en multiplex depuis Bruxelles. Nous allons vous retrouver dans quelques instants. Nous aurons également, toujours dans cette édition, d'autres invités qui vont arriver. Mais Luc, on peut dire que même si on savait que les paramilitaires russes étaient bel et bien présents sur le territoire malien, aujourd'hui ce n'était pas comme aujourd'hui où on les voit, où les populations les voient circuler effectivement avec les forces armées maliennes vers des camps d'entraînement. Écoutez, quand l'armée russe intervient, elle intervient d'une façon professionnelle et immédiate. Elle est en train de le démontrer encore sur un autre théâtre d'opération, c'est le Kazakhstan, où depuis hier matin, l'armée russe est en train d'être déployée, notamment des parachutistes, et qui sont en train de reprendre le contrôle du Kazakhstan, qui était tombé aux mains de terroristes pour le compte du gouvernement kazakh. C'est la même chose au Mali, c'était passé de la même façon en Centrafrique. La Russie, elle n'est pas là pour amuser la galerie, elle n'est pas là pour faire du cinéma, du show, comme font les armées occidentales qui, avant tout, répondent à la guerre médiatique. Elle est là pour des objectifs qui sont des objectifs stratégiques, pour des objectifs qui sont des objectifs militaires. Donc moi, je ne suis pas surpris de ce déploiement. Et évidemment, c'est ce qui tout de suite, immédiatement, va changer la donne pour l'armée malienne. L'armée malienne est en train de reprendre des positions qu'elle n'avait jamais occupées avec les armées occidentales qui ne cherchaient pas cela. C'est cela l'efficacité de la Russie. Et c'est sur cela, évidemment, que les Occidentaux, les Américains et les Français ont mené toute cette campagne de propagande contre le groupe Wagner, parce qu'ils savaient, avec leur expérience de l'Ukraine, leur expérience de la Syrie, leur expérience de la Centrafrique, que l'armée russe, comme on dit, c'est du sérieux. Et Luc Michel, il y a donc deux dimensions, a-t-on d'ailleurs pu confirmer auprès d'une source officielle malienne, il y a deux dimensions dans ce déploiement des paramilitaires russes. Il y a une dimension formation à l'utilisation du matériel récemment acquis auprès de Moscou, notamment des hélicoptères. Et puis, il y a également la dimension formation opérationnelle, sans toutefois oublier, même si cette autorité ne le dit pas, l'appui opérationnel sur le théâtre d'opération.
Écoutez, l'utilisation du matériel, c'est la première tâche. C'est comme ça que ça a commencé en Centrafrique. C'est-à-dire que, contrairement aux armées africaines qui sont habituées à du matériel qui s'appelle de type OTAN, c'est-à-dire qui est le matériel français, américain, britannique, belge, etc., il y a des calibres particuliers, des procédures et d'usage. Les Russes, eux, utilisent tout à fait d'autres procédures, une autre technologie, d'autres calibres. Donc, il faut, pour commencer, évidemment, il faut une formation à l'utilisation des matériels. C'est ce que là que fait les paramilitaires russes. Ils sont là pour ça, évidemment. Et dans un second temps, vont venir, évidemment, l'utilisation aux procédures qui sont celles de l'armée rouge. Voilà. Et toujours, pour mieux comprendre cette actualité, on annonce une vaste offensive juste après ce déploiement. D'ailleurs, l'armée malienne qui renforce en ce moment ses positions dans le centre du pays. Alors, est-ce qu'on va se dire finalement qu'on y est, Luc Michel? Je pense que oui, ça a été là. Vous savez, lorsqu'il y a eu la grande intervention de l'armée rouge lors du putsch de Bozizé à partir de la fin du mois de décembre 2020 au mois de janvier 2021, immédiatement, les conseillers russes sont intervenus aux côtés des Fatah. Ils les ont déployés et ils ont mené dans toute la Centrafrique une contre-offensive victorieuse. Ça s'est passé de la même façon au Mozambique, où les paramilitaires russes sont déployés aux côtés de l'armée mozambicaine face aux forces militaires occidentales et aux terroristes de Daesh. Ça s'est passé de la même façon en Libye, bien entendu, à 2 reprises où les paramilitaires russes ont empêché une prise de contrôle de la totalité du territoire libyen par les forces occidentales et leurs alliés djihadistes. Ça va être la même chose ici. Lorsque les Russes proposent un plan de 26 semaines, c'est exactement 26 semaines qu'il leur a fallu en Centrafrique pour rendre à Touadéra le contrôle de 85% du territoire et de toutes les préfectures de Centrafrique. C'est cela que correspond. L'armée rouge, je le répète, n'est pas là pour faire du cirque, elle est là pour avoir des résultats opérationnels et donc pour mener immédiatement une contre-offensive victorieuse. Ça va être la même chose au Mali, comme ça s'est passé au Centrafrique ou ailleurs. L'objectif étant de chasser les groupes djihadistes voilà, qui pullulent à travers l'ensemble du territoire malien. Nous en parlons dans le cadre de cette édition et nous évoquons justement ce déploiement massif des paramilitaires russes sur le territoire malien. D'autres invités vont nous retrouver en multiplex avec qui nous allons continuer à échanger. Nous aurons également au téléphone des téléspectateurs de la télévision panafricaine. Vous pouvez nous retrouver dès maintenant à travers l'un des numéros de téléphone pour nous dire ce que vous pensez bien sûr de ce vaste déploiement des paramilitaires russes sur le territoire malien. Tout à l'heure avec Luc Michel, on a spécifié les différents niveaux, voilà, les différents niveaux justement de ce déploiement, en évoquant notamment la formation à l'utilisation du matériel militaire russe. On a également évoqué la formation tactique au combat et également l'appui opérationnel au moment, comme on l'a vu en République centrafricaine, au moment où les hostilités vont être lancées. Alors que vous inspire tout ceci? Réactions et commentaires au standard. Nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes nombreux à nous retrouver et vous précisez également que nous aurons d'autres invités qui vont nous retrouver à multiplex avec qui nous allons échanger autour de la question. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes à l'antenne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Allez-y, s'il vous plaît. Nous vous appelons depuis Niger. Bienvenue à l'antenne. Vous êtes monsieur? Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y, s'il vous plaît. Goumouri Irichul.
Bienvenue. Voilà, vous êtes au Niger, à Goumaï Richil, et on se demande, vous, comment est-ce que vous percevez Je cette... pense que ce déploiement est une bonne... Allez-y, s'il vous plaît. Ce déploiement paramilitaire de Russes pour destination au Mali, c'est une bonne initiative pour les Sahel, pour le Sahel en particulier et en général. Allez-y, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. Vous vous réécoutez et cela nous laisse du vide à l'antenne. Bonsoir, poursuivez, s'il vous plaît. Voilà, malheureusement, vous ne pouvez pas parler en même temps et vous écouter, sinon on n'y arrive pas. Delphin, vous êtes à Bujumbura, bienvenue. Bonsoir mon très cher frère Guy. Je vous remercie une fois de plus de m'accueillir à la maison. Je vais aller vite pour laisser le plus de temps de parole à d'autres. Je n'oublie pas de transmettre mes salutations aux téléspectatrices, aux téléspectateurs et bien entendu à mon cher aîné Luc Michel, que je félicite à nouveau aux côtés d'Afrique Média parce que tout ce processus n'aurait pas été possible sans son apport particulièrement érudit d'un point de vue géostratégique et géopolitique. Donc, moi non plus, je ne suis pas surpris, parce que comme l'a dit Luc Michel, ce processus a déjà été fait dans plusieurs pays africains, mais pas que. Le petit Vietnam, qui est rentré dans l'histoire pour avoir fessé les grands États-Unis, a bénéficié en son temps du soutien soviétique, du maréchal Staline, et c'est comme ça qu'il a pu prévaloir sur ce bavard soi-disant démocrate qui était le président Lyndon Baines Johnson. Donc, j'encourage les autorités maliennes à continuer sur ce chemin, et comme je le dis souvent, tout véritable État qui veut se développer doit disposer d'une force militaire efficace. Donc, l'Algérie s'inscrit dans ce pas, mon petit Burundi pareillement. Notre frère Abiy Ahmed vient de nous le démontrer dans le Tigré. Pour ne pas monopoliser la parole, je sortirai sur un point. Nous savons tous très bien que le nain géopolitique qu'est l'Élysée n'est plus en mesure véritablement de gêner le Mali. Toutefois, il reste nuisible par rapport aux bases militaires qu'il conserve dans quelques pays de la sous-région, notamment au Niger et au Tchad voisin. Donc, je ne vais pas dire aux autorités maliennes ce qu'elles sont en train de faire déjà. Toutefois, je les encourage particulièrement à commencer à densifier la sécurité sur le territoire afin de ne laisser aucune chance aux éventuelles nuisances et perturbations qui ne manqueront pas d'être engagées. Le Burundi est passé par là, notamment en 2016. Nous avions plusieurs attaques à la grenade dans des villes importantes du Burundi, notamment Bujumbura. Mais heureusement pour nous, nous avons des services secrets particulièrement efficaces qui ont su neutraliser tout cela. Donc, je suis heureux de voir que le Mali s'inscrit dans cette voie. Donc, je leur souhaite bon courage et pourquoi pas à l'avenir. Je sais que les autorités burundaises ne refuseront pas de participer à une force militaire africaine, panafricaine, qui pourra se déployer d'Alger jusqu'à Bujumbura, en passant par N'Djamena ou autre. C'est comme ça que nous allons sécuriser notre continent et le développer dans les décennies et siècles à venir. Donc voilà, mon cher Guy, je laisse la parole à d'autres. Afrique Média, le monde c'est nous, et bon début de week-end à chacun et à chacune. Merci à vous Delphin pour votre intervention. Amoré, vous êtes aux États-Unis, bonsoir et bienvenue. On dirait qu'on y est avec le déploiement de ces paramilitaires russes à travers le territoire malien. Bonsoir, mon cher ami Guy Fotop, Amoré depuis les États-Unis. Je voudrais vous remercier les techniciens ainsi que votre invité, Monsieur Luc Michel. Comme l'a dit l'intervenant précédent, son apport, n'est-ce pas, sa technicité et sa maîtrise des sujets a contribué grandement
à ce niveau, n'est-ce pas, que nous avons en matière de la compréhension de la géopolitique. Alors, l'enseignement que moi je tire du déploiement effectif de ces militaires russes, de ces paramilitaires russes au Mali, est double. Le premier enseignement, c'est quoi? C'est que on a fait comprendre aux Africains que, en dehors du giron de la France, en dehors de la France, que les Africains ne sont capables de rien. Il faut que ça soit la France qui aide les Africains à gérer une monnaie. Il faut que ça soit la France qui aide les Africains à avoir une diplomatie. Si les Africains doivent avoir des résolutions à l'ONU, il faut qu'ils passent par la France. Il faut que ça soit la France qui les aide à avoir une langue. Donc, on leur donne une langue à parler. Il faut que ce soit la France qui les aide à avoir une coopération militaire, puisque en dehors de la France, ils ne pourraient rien faire. Mais les Maliens ont montré qu'en dehors de la France, ils sont capables d'avoir de manière sereine une coopération militaire avec une autre puissance qui va les aider, n'est-ce pas, à sortir de leurs problèmes. Voilà le dénouement que nous avons enfin aujourd'hui, qu'il y a une effectivité au niveau de l'arrivée des Russes. Le deuxième enseignement, c'est que normalement les Français doivent tirer une conséquence de leurs propos, puisque les autorités françaises au plus haut niveau ont dit que la ligne rouge à ne pas franchir, c'est qu'il n'y aura pas des militaires russes qui viendront au Mali. Maintenant, jusqu'à présent, aucun média français n'a parlé de militaires russes. Ils continuent toujours de parler de Wagner. Ça veut dire que, étant donné qu'ils ont dit que c'était une ligne rouge à ne pas franchir, et que selon eux, c'est Wagner qui est au Mali, normalement, si la France était un État sérieux, si les Français étaient des peuples sérieux, ils devaient tirer toutes les conséquences de cette arrivée-là et donc quitter le pays, puisqu'ils ont dit qu'à l'arrivée de soi-disant Wagner, ils allaient quitter le pays. Mais pourquoi est-ce qu'eux, ils ont reconnu avec tout le monde que finalement c'est Wagner qui est arrivé et ils sont encore au Mali? Donc ça prouve qu'en réalité, c'est un pays qui est aux abois. C'est une civilisation qui est moribonde, qui vit seulement aux dépens des autres et qui est prête à ravaler ses vomissures, ne serait que pour garder ce qu'elle a, n'est-ce pas, de plus cher, c'est-à-dire le pillage des ressources pour survivre. Donc, ces deux enseignements-là doivent dire à nos dirigeants que c'est possible de faire exactement comme les Centrafricains avant et maintenant comme les Maliens. C'est possible de sortir du carcan de la France, de développer des relations avec d'autres pays, mais et encore de continuer pas à vivre. Puisqu'on leur a dit que si jamais ils quittaient le giron de la France, ils n'allaient plus vivre. Les Maliens ont démontré ça, et plus avant, les Centrafricains ont démontré ça. Donc j'appelle tous les dirigeants africains qui restent à emprunter le pas du président Touadéra et des dirigeants actuels au Mali. Voilà mon intervention aujourd'hui, mon cher ami Guy Pondop, à mon depuis les États-Unis. Merci à vous pour votre contribution. Nous allons rapidement aller en multiplex retrouver Garmal Abina, qui est internationaliste, qui nous retrouve dans l'émission. Je vous dis bonsoir et bienvenue à l'antenne. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Parfaitement. Voilà, on pourrait simplement dire qu'on y est avec ce déploiement confirmé aujourd'hui. C'est un secret de polichinelle. On voit les militaires russes voilà, dans des véhicules blindés légers. On les voit circuler à Tombouctou. On les voit également au centre du pays. Et aujourd'hui, ils sont plus d'une centaine déjà déployés sur le territoire malien. Quelle réaction? La réaction est très simple. D'abord, ça correspond effectivement à ce que les Russes disent depuis le début et les Maliens. Une coopération militaire avec la livraison de matériel de qualité. Le Mali est capable maintenant de pouvoir occuper le ciel, ce qui n'était pas le cas à l'époque puisqu'il n'y avait pas d'hélicoptères de combat. Les Russes ont une longue tradition, à l'époque soviétique, d'envoyer des coopérants militaires, des instructeurs qui étaient là pour effectivement encadrer, former les militaires locaux à utiliser non seulement des tactiques de guerre que les Russes maîtrisent parfaitement, mais surtout le matériel vendu par l'URSS à l'époque et par la Russie aujourd'hui. Alors, il faut savoir deux choses. La première, c'est qu'on parle de Wagner, ça, c'est cette espèce de chimère fantaisiste mise en avant par les Occidentaux, particulièrement par les Européens et la France, parce qu'ils ont une colère extrêmement violente vis-à-vis de la Russie, qui les a mis en échec plusieurs fois sur plusieurs théâtres d'opération en Europe et en particulièrement sur les frontières russes et maintenant en Afrique. Alors, ce qu'il se passe, c'est effectivement ces coopérants militaires, ils ne sont pas nombreux, il y en a une centaine pour le moment, officiellement, mais effectivement, ils n'ont pas fait mystère du fait que les Russes avaient décidé d'apporter leur concours sur la demande du président actuel malien qui ne voyait pas de solution avec Berkane.
Donc leur concours pour former, et c'est ce qu'il fallait faire depuis le début, l'armée malienne, les FAMA, les fameuses FAMA, les forces des armées maliennes, pour pouvoir faire face à ces groupements terroristes qui, logiquement, si les Occidentaux étaient effectivement cohérents, devraient se satisfaire d'une action coordonnée entre les coopérants russes, ces fameux formateurs militaires, et évidemment la même malienne. Mais ils ne sont pas contents de cela parce que cette mise sous tutelle de l'armée qui était mise de côté dans les opérations de maintien de l'ordre ou de la paix dans la région et surtout d'éradication des organisations séparatistes ou terroristes, eh bien cette armée aujourd'hui a décidé de se prendre en main et d'avoir un partenaire sérieux qui lui propose, et c'est de bonne guerre, non seulement une formation dans l'usage du matériel qu'ils reçoivent, donc il parle de service après-vente, c'est ce qu'on dit en source officielle militaire malienne, mais surtout de proposer d'en finir avec ces actions terroristes qui n'ont que trop duré. Les Russes sont déjà intervenus en Centrafrique. Le résultat, c'est une réussite extraordinaire et indiscutable. En moins d'un an, on a échappé à un pays qui sombrait dans la guerre civile, mais surtout, ils ont ramené la paix et ils ont empêché l'assassinat du président centrafricain. Eh bien, pour le Mali, c'est pareil. Il y a une pression occidentale très importante combinée à la CEDEAO qui, elle aussi, sous pression, veut faire pression sur le Mali, au motif que soi-disant ne serait pas assez démocratique. Apparemment, la démocratie est à géométrie variable, parce que quand l'Égypte est une dictature, ça ne dérange personne, mais quand c'est le Mali, ça pose problème. Eh bien, aujourd'hui, les Maliens ont décidé de se prendre en main et de demander à un partenaire sérieux de les former, de les aider afin que l'armée malienne soit une armée efficace. Parce qu'aujourd'hui, la question de savoir si les Maliens sont courageux, ils le sont, ce n'est pas le problème, sauf qu'ils sont mal équipés et mal formés. Pourquoi mal formés? Parce qu'effectivement, l'ancien empire colonial ne veut surtout pas leur donner les moyens de leur indépendance. Et c'est la raison pour laquelle ils interviennent de façon très, très limitée, sans résultat probant. Je parle des Français. Aujourd'hui, les Maliens se prennent en charge, sont formés, vont être formés de mieux en mieux et vont enfin, nous l'espérons, rétablir la paix civile sur le territoire. Mais ce qui est très amusant en substance, c'est que la seule chose qu'ont à opposer les Occidentaux vis-à-vis de la présence des Russes, qui n'est même pas un mystère, c'était annoncé depuis le début, le matériel est arrivé et les coopérants derrière, c'est simplement de se dire que ce n'est pas normal qu'un groupe qui serait une armée privée sous la direction du Kremlin interviendrait dans le Mali, ce qui n'est pas acté, mais imaginons que ce soit le cas, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent. Eh bien, en quoi ça pose problème qu'un groupe militaire en finisse avec des terroristes? Ça ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est que le précaré français est inquiet parce qu'ils se disent que si ça marche, ce modèle qui a marché en Afrique centrale, marche au Mali, qui est un pays très important sur un plan géopolitique, ça pourrait faire tache d'huile sur toute la région des anciennes colonies françaises et il pourrait basculer dans le bloc nouvellement reconstitué de l'Est, à savoir la Chine, la Russie et d'autres pays qui leur sont évidemment favorables. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la présence russe, qui était un secret de polichinelle, comme vous l'avez dit, est actée et c'est très bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que les Maliens vont bientôt pouvoir se prendre en main totalement avec du matériel de qualité et pouvoir enfin en finir avec cette instabilité chronique qui avait été manifestement largement encouragée dans la région. Pour finir, rappelons-nous tout de même, et je tiens à rendre hommage au colonel Kadhafi qui a été assassiné par ce criminel de guerre de Sarkozy, qui j'espère finira en prison. Kadhafi a été assassiné et ça a disséminé dans toute la région ce qu'ils appellent aujourd'hui le terrorisme. Donc ceux qui ont mis le feu dans la région prétendent vouloir éteindre l'incendie. Je n'y crois pas une seconde. Les Russes ne s'y sont pas trompés. Ils savent très bien que l'intérêt de la France, c'est la stabilité chronique dans le but toujours de devenir comme une sorte de grand frère, de donner une leçon aux Africains. Eh bien, cette leçon, c'est fini, n'existe plus. Il y a une alliance très forte entre le Mali et la Russie aujourd'hui qui est confirmée grâce à la présence militaire. Il y a une alliance très forte entre l'Algérie et le Mali. Et toute la région va certainement bénéficier à plein de ce retour de stabilité grâce à cette présence militaire russe. Donc nous remercions la Russie pour cela et considérons qu'effectivement la France va enfin commencer à comprendre que le néocolonialisme n'est plus à la mode aujourd'hui. Merci à vous. Roland Bayela, vous êtes membre de COPA BF, vous êtes à Ouagadougou, et je vous retrouve. Alors, est-ce qu'on va dire qu'après la Centrafrique et le Mali, avec ce déploiement assez impressionnant de paramilitaires russes, avec tous les résultats que l'on connaît, est-ce qu'au Burkina, on est un peu envieux? Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir à Afrique Média. Et pardon effectivement pour le retard, c'est dû un peu au truc technique ici à Ouagadougou. Voilà, je suis encore très ravi d'être sur le plateau d'Afrique Média ce soir. Effectivement, il faut dire qu'ici à Ouagadougou, lorsque nous constatons sur le terrain cet important déploiement des paramilitaires russes au niveau de la Centrafrique et au niveau du Mali, franchement, nous sommes plus que fiers, nous sommes plus que contents de ce que nous voyons sur le terrain qui est en marche.
Parce que d'abord, il faut dire que c'est l'Afrique qui gagne. C'est le début de la victoire africaine que nous avons commencé à célébrer ici, chez nous, à Ouagadougou. Parce que quoi qu'on dise, si le Mali aujourd'hui, au niveau du Mali, il n'y a pas de sécurité, il faut savoir très bien qu'au Burkina Faso aussi, on ne peut pas s'attendre à cette sécurité-là. Et donc, pour nous, au Burkina Faso, le fait de voir que le Mali est en train de réussir ce pari de la sécurité, que la Centrafrique aussi est déjà dedans depuis un certain temps, nous ne pouvons qu'être fiers. Et vraiment, à notre niveau aussi, nous sommes en train de prier pour que cela aussi soit au Burkina Faso. Parce que, comme je vous l'avais dit dans les précédentes émissions, au niveau de la COPABF, nous avons interpellé à plusieurs reprises nos autorités en place. Nous leur avons dit clairement que cette question du terrorisme ne peut se gérer que grâce aujourd'hui à l'aide extérieure qui viendra nous aider. Et lorsque je parle de l'aide extérieure, il y a effectivement des puissances qui sont à même de pouvoir ramener la paix dans nos États. Et c'est ce résultat que nous avons vu au Mali et en Centrafrique. Mais, paradoxalement, avec nos autorités au Burkina Faso, c'est le contraire. Au moment où nous, OSC, nous prions, nous demandons à nos autorités de nous ramener, d'ouvrir la coopération avec la Russie, d'ouvrir la coopération avec la Chine, d'ouvrir la coopération avec l'Algérie. Qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Nos autorités s'empressent pour aller vers... Ils peuvent appeler d'autres pays, la Turquie par exemple de Erdogan, pour qu'elle puisse venir en aide au pays des hommes intègres. Alors que quand on parle de Turquie, on parle aussi en même temps, par la même occasion, des États-Unis. Et quand on parle des États-Unis, on parle effectivement de la France. Ce sont des alliés. Et nous savons que ce n'est que peine perdue. Donc aujourd'hui, nous sommes en quelque sorte jaloux de ces prouesses que nous voyons au Mali. Nous sommes jaloux de ces prouesses que nous voyons en Centrafrique. Voilà. Donc franchement, ce n'est que une fierté que nous avons. Nous sommes fiers, nous sommes contents de ce qui arrive au niveau de ces États frères du Mali et de la Centrafrique. Merci. Nous vous remercions. Voilà, nous vous remercions également d'être présent sur ce plateau de la Palabre intellectuelle. Je vous retrouve Garmal Abina. Rappelez que vous êtes internationaliste. Alors, on sait qu'il va se poser la question du droit de poursuite quand l'offensive va être donnée contre ces groupes armés, groupes terroristes qui sont en ce moment sur le territoire malien. Alors, que va-t-il se passer au niveau de ce droit de poursuite? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une coopération étendue de d'autres États de la région qui acceptent, par exemple, qu'il y ait une poursuite au-delà du territoire malien si jamais il y avait un accrochage, par exemple, avec ces groupes terroristes? Alors, ce fameux droit de poursuite dont on parlait, effectivement, va être l'enjeu de la région. Pourquoi? Parce que sur un rapport géopolitique, là, on va élargir un petit peu la voilure, on ne va pas rester uniquement dans la région. C'est bien les blocs de l'Est et de l'Ouest qui sont en train de s'affronter. Et les blocs de l'Est qui ont montré qu'ils étaient déterminés, qui ont eu des résultats très probants. On voit bien la Centrafrique, on voit ce qui se passe évidemment en Éthiopie. Deux pays qui étaient vraiment à deux doigts de l'implosion. Aujourd'hui, ils ont passé le cap. Les Africains l'ont vu. Je parle de tous les Africains du nord au sud, de l'Est en ouest. Et donc, aujourd'hui, à part le soutien, il y a encore le Maroc qui reste encore un peu une sorte de marionnette de l'Occident, mais le reste de l'Afrique pense, réfléchit, se dit, mais à tout prendre, mieux vaut-il pas une alliance solide avec des gens qui n'ont pas ces idées néocolonialistes, qui n'ont jamais été coloniaux. Je parle de l'Empire soviétique, malgré tout. Ça n'a pas été un empire colonial, c'est un empire d'alliance. Ou la Chine, évidemment, qui n'a jamais été un empire colonial, mais qui a été colonisé malgré tout. Ces pays, l'Iran, pareil, qui n'a jamais été colonisé, qui n'a jamais colonisé non plus, ces pays ont quelque chose de particulier, c'est qu'ils savent ce que la monstruosité du colonialisme. Et donc, ce rapport géopolitique plus large est en train de se heurter sur l'Afrique. C'est devenu le champ de bataille de ces deux idéologies. Et effectivement, ce fameux droit de poursuite, il va être questionné. Pourquoi? Parce que les pays, on parle des peuples déjà pour commencer, ils ne voient pas d'un mauvais œil cette intervention russe, dont ils espèrent effectivement beaucoup de résultats positifs et probants. Parce qu'on commence par le militaire pour sécuriser le territoire, et c'est essentiel. On ne peut pas avoir un territoire qui va se développer s'il n'est pas capable de garantir la sécurité à sa population et à ses frontières. Et ensuite, si les Russes obtiennent des résultats rapides qui va remplacer Barkhane littéralement et les balayer sur le territoire du Mali, si les résultats sont probants et que ces fameux djihadistes se promènent d'une frontière à l'autre, puisqu'on parle des trois frontières, à ce moment-là, les présidents auront beaucoup de mal avec une opinion
lui qui va commencer à manifester son intérêt, on le voit aujourd'hui, à ne pas laisser cette coopération avec les Russes intervenir, sachant que la mauvaise foi occidentale est totale. Il vous parle de Wagner comme une sorte d'hydre monstrueux qui serait néo-nazi, alors que je ne sais pas du tout ce qui se passe sur le terrain. C'est bien des coopérants militaires, on appelle ça les conseils militaires, traditionnellement très efficaces quand ils interviennent. On l'avait vu en Amérique du Sud, par exemple, il y a eu beaucoup d'interventions à l'époque des années 80 et 90. Eh bien, en Afrique, c'est pareil. Les armées africaines ne sont pas, je le dis encore une fois, incapables parce que par nature, elles ne savaient pas faire. C'est qu'on les a rendues incapables de se défendre. Aujourd'hui, les Russes proposent cette défense et effectivement, les autres pays de la région qui semblent aujourd'hui plus ou moins un peu embêtés et qui nous opposent la question de la démocratie par rapport au Mali, sans parler de la sécurité, ben, ils se rendent bien compte que la sécurité est la priorité absolue des peuples. Et donc, si ça fonctionne, ils auront du mal à ne pas écouter leur peuple qui vont leur demander de laisser les interventions. Il suffit pour cela de voir les manifestations qui ont eu lieu au passage de Berkane, quand même des militaires français. Ils ont été littéralement caillassés systématiquement sur chaque territoire par lesquels ils passaient. Et pourquoi est-ce que Berkane est passé par la voie terrestre? C'est parce que l'Algérie lui avait coupé les ponts aériens. Ça a donc rendu compliqué le déplacement des militaires qui jouait beaucoup la carte de ce fameux pont aérien qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc maintenant, ils sont coincés, ils sont obligés de passer par terre et on voit la popularité de ces militaires français dont on prétend soi-disant qu'ils seraient venus sauver le pays. Alors évidemment, la France ne protège pas son territoire à 8 ou 10 000 km de chez elle, mais par contre, cette présence néocoloniale est très mal perçue par la population. Les Russes ne se voilent pas la face. Ils sont là pour des intérêts financiers évidents et géopolitiques, mais à côté de cela, ils garantissent effectivement, ce que disait très bien le responsable militaire, un service après-vente. Ils garantissent que ils vendent des armes de qualité, mais surtout, ils donnent la possibilité aux Maliens de pouvoir bien les utiliser et de pouvoir régler le problème. La question prioritaire actuellement en Afrique et dans cette région en particulier, c'est de liquider les méfaits provoqués par Sarkozy quand il a détruit la Libye et de ramener la paix civile et de ramener le développement et le bien-être. Cette question se pose dans des termes très forts et les Russes proposent une voie alternative à cette mauvaise plaisanterie qui avait été initiée par François Hollande en 2013. Berkane était une mauvaise blague. Aujourd'hui, les Russes vont démontrer je mets ma main à couper que d'ici 6 mois, maximum 1 an, le problème sera réglé et que les autres pays limitrophes, voyant 2 modèles africains qui ont été effectivement influencés par l'action russe, je parle de la Centrafrique, je parle du Mali, si ces 2 modèles sont probants et portent leurs fruits, croyez-moi, ils ne pourront pas résister longtemps. Il y aura donc bien un droit de poursuite au-delà même du territoire malien. Et d'ailleurs, je tiens à le rappeler quand même, les Français ne s'autorisent facilement, eux, au droit de poursuite, puisqu'ils circulent comme s'ils étaient en métro parisien, d'un pays à l'autre, sans poser de questions aux autorités, et encore moins aux autorités locales. Donc, ces questions vont se poser avec acuité, et la réponse, elle viendra naturellement par les résultats. Si ces résultats sont positifs, s'il y a une réussite dans l'action militaire concertée entre l'armée malienne et les coopérants russes, je pense que les autres pays seront obligés d'aller suivre le mouvement, simplement, et d'accepter la proposition des Russes qui se fera vraisemblablement dans les mois qui suivent. Parfaitement. Alors, je voudrais maintenant élargir avec vous, Roland Bayela. Alors, au Burkina Faso, on connaît l'expérience des États, par exemple, du bassin du lac Tchad, qui ont carrément éliminé les frontières physiques pour lutter contre Boko Haram, qui, quoi qu'on dise, est la secte terroriste la plus meurtrière au monde. Boko Haram a été circonscrit grâce à cette stratégie parce qu'il y avait une offensive, entre autres, des armées tchadiennes et camerounaises qui étaient en appui, un peu comme on peut voir aujourd'hui dans cette alliance entre l'armée malienne et les instructeurs et paramilitaires russes. Alors, est-ce qu'on va s'attendre à ce qu'on puisse avoir un tel niveau de coopération quand on sait que certains États de la région sont encore considérés comme étant des alliés de Paris? Pardon, vous pouvez revenir un peu sur la question, un peu fort, parce que par là, je n'entends pas très bien. Je reprends la question. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce qu'on puisse avoir une élimination physique des frontières pour permettre qu'il y ait un droit de poursuite, parce que, quoi qu'on dise, les djihadistes seraient peut-être tentés de se replier au Burkina Faso si jamais la pression montait à son maximum au Mali? Non, la chose est claire. La chose est claire, je vous dis. Aujourd'hui, le Mali étant un pays frontalier au Burkina Faso, et le Burkina Faso, effectivement, aussi étant un pays frontalier au Mali, la chose est claire. La chose est claire. Et depuis, je vous assure, depuis les premières heures du terrorisme au Mali, et lorsque la pression a commencé même déjà à se faire sentir au Mali, et nous avons senti dans la ville la plus proche du Burkina Faso au Mali, qui est, comment on appelle ça, Bobo Dioulasso. Dans la ville la plus proche, nous avons effectivement vu des gens
des Touaregs qui ont quitté le Mali pour venir s'abriter à Bobo-Dioulasso dès les premières heures. Et là, c'était depuis le moment où le président Blaise Compaoré était au pouvoir. Donc aujourd'hui, voyons très bien sur le terrain que si les terroristes n'arrivent plus à rester au Mali, grâce à la présence militaire et à la présence des paramilitaires russes, mais là, c'est une chose très claire que ces terroristes-là vont immédiatement continuer vers le Burkina Faso et continuer à avoir une base au Burkina Faso. Et la base même, je vous dis, est déjà là. La base est déjà là au Burkina Faso parce que depuis que le président Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, depuis qu'on a commencé à avoir des frappes au niveau du Mali, nous avons effectivement ressenti ces frappes jusqu'au Burkina Faso parce que ces gens-là, lorsqu'on les frappe seulement, il suffit simplement de quelques kilomètres et ils sont à l'intérieur du Burkina Faso. Lorsqu'il y a une petite frappe au Mali, ils fuient, ils viennent se réfugier au Burkina Faso. Donc, nous avons dit que ça, au lieu d'attendre à ce que ces gens-là puissent fuir au Burkina Faso et venir au Burkina Faso, nous avons proposé en son temps au président la chose qui est très simple. Il faut travailler d'un commun accord avec le Mali, qui est un pays frère à côté, et le Niger, de telle sorte que ces pays qui ont une frontière commune, que ces pays puissent, au niveau de leurs frontières, sécuriser les frontières, de telle sorte que la communication puisse se faire entre l'état-major du Mali et l'état-major du Burkina Faso. Et comme ça, lorsque les terroristes sont pourchassés là-bas, et qu'on puisse les cueillir déjà au niveau des frontières au Burkina Faso, et que cela soit aussi, l'information soit donnée au niveau du Niger, et que ça soit comme ça. Et lorsque ces terroristes, on va les poursuivre de la sorte, ils ne pourront plus aller quelque part, et ça va mettre fin effectivement à cette guerre. Mais malheureusement, les pays ne travaillent pas ensemble, ce qui est dommage. C'est vraiment dommage. Lorsqu'on voit ce que le Mali est en train de mettre sur le terrain, ce combat qu'ils sont en train de mener et que le Burkina est là en train de regarder le Mali, ça nous fait peur, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. C'est comme aujourd'hui, c'est l'effet inverse qui va revenir au Burkina. Si vous refusez de vous associer au Mali pour combattre les terroristes, et lorsque le Mali va en finir avec les terroristes, forcément, ils seront sur votre territoire et ils viendront effectivement faire ce qu'ils ont fait au Mali, ou bien encore pire même. Et ça va continuer avec le Niger. Donc, c'est vraiment une chose ça nous décourage. Nous sommes vraiment désolés de ce qui arrive. Mais aujourd'hui, la jeunesse trouve ces choses-là au niveau de nos chefs d'État vraiment pas correctes. Ce n'est pas du tout correct. Qu'un pays soit assiégé, qu'un autre pays frère avec lequel vous avez une frontière commune soit assiégé par les terroristes. Au moment où ce pays est en train de se battre pour que ces terroristes disparaissent, vous vous regardez. Vous ne les soutenez pas. Pire encore, vous allez au niveau de la CEDEAO vous asseoir avec les autres chefs d'État au niveau de la CEDEAO et vous prenez des sanctions bidons contre ce pays-là. Pourquoi? À quoi est-ce que cela rime? À quoi cela rime? Nous ne comprenons rien. Nous ne comprenons pas ce que cela signifie en réalité. Et donc, je pense que votre question est légitime et elle mérite d'être posée effectivement. Si on ne fait rien au Burkina Faso, si l'État burkinabé, l'état-major burkinabé ne travaille pas d'un commun accord avec l'état-major malien, s'il ne laisse pas de côté cette affaire de la France une fois pour toutes, et je pense que ce qui va arriver au Burkina sera pire que ce qui est arrivé au Mali. Ça, c'est une évidence. Ce sera pire que ce qui est arrivé au Mali, c'est une évidence. Et ce qui va arriver au Burkina Faso, si le Niger aussi ne prête pas attention, ce qui va arriver au Niger sera encore pire que ce qui arrive au Burkina Faso. Donc, ce n'est qu'une chose qui est bien claire ici, à nos yeux. Voilà. Donc, jour et nuit, nous ne faisons qu'interpeller nos autorités sur ces faits-là, mais jusqu'à présent, elles ont la sourde oreille. Merci. Merci à vous. Luc Michel, la question du droit de poursuite s'impose, parce qu'une fois l'offensive lancée, il faudrait voir ce que deviendront les autres États de la sous-région. Soit elles vont subir massivement, soit elles seront obligées finalement de coopérer. Avant de vous répondre, il faut souligner surtout que la Russie, elle est en train de mener au niveau international une impressionnante démonstration de force. L'armée russe, en même temps, simultanément, elle est déployée en alerte rouge aux frontières de l'Ukraine. Elle intervient en ce moment au Kazakhstan pour écraser une révolution de couleur pro-américaine, appuyée par des milliers de djihadistes syriens amenés par la Turquie. Et enfin, elle est en train de se déployer au Mali, sans parler des autres théâtres d'intervention où elle est active en ce moment, c'est-à-dire la Syrie, la Centrafrique, etc. Maintenant, sur la question du droit de poursuite, je suis plus sceptique.
On a quand même un souvenir. Il y avait encore quelque temps une autre armée qui assurait la lutte antiterroriste dans le Sahel, c'était l'armée tchadienne. Rappelons-nous quand même qu'on a arrêté l'armée tchadienne en Centrafrique alors qu'elle était en train de nettoyer les groupes rebelles et puis on a fait déguerpir les Tchadiens. On a arrêté l'armée tchadienne au Mali où elle est en train de reprendre le contrôle de l'Azawad. Et enfin, on a empêché le droit de poursuite de l'armée tchadienne contre Boko Haram au Nigeria, ce qui a contribué à la préservation de Boko Haram avec ses bases nigérianes. C'est, je crains, ce qui ne sera appliqué dans le droit de poursuite de l'armée rouge. Lorsque l'on voit la grande campagne contre Wagner qui est déjà déployée, bien entendu, qui est menée par les Occidentaux, les Français et les Américains en Centrafrique, on ne voit pas pourquoi les mêmes opérations de containment, les mêmes empêchements de combattre le terrorisme au niveau international ne seraient pas déployés au niveau du Mali. Merci. Merci à vous, Luc Michel. On va, dans quelques instants, retourner au standard de la télévision panafricaine pour donner encore plus la parole. Mais en attendant, Gamal Abina, je vous retrouve aussi, encore une fois de plus, sur cette question du droit de poursuite. Alors finalement, on va se dire que soit il y a une forte coalition sous-régionale de lutte, soit finalement les autres États devraient accepter voilà, que ces terroristes se retrouvent dans leur territoire. Et cela n'arrangerait pas aussi les choses pour le Mali parce que ça deviendrait des bases arrières. Luc Michel, à l'instant, vient d'évoquer effectivement ce formidable redéploiement de la Russie un peu partout dans le monde, à ses frontières pour commencer. Il a parlé du Kazakhstan, il a raison là-dessus. Il a parlé aussi du soutien qu'il apporte effectif, que la Russie apporte. Et il a utilisé, un terme, sa langue à fourcher en parlant d'armée rouge. Ce n'est plus l'armée rouge, mais par contre, la méthode est la même, effectivement. Alors, ce droit de poursuite, moi, je suis plus optimiste que ça. Je comprends ce qu'il dit par rapport à ce qui s'est passé avec le Tchad, mais le Tchad n'était pas la Russie. La Russie impose une force extraordinaire et considérable qui est, c'est là où on s'en amuse, qui est critiquée sur la base d'un groupe paramilitaire qui s'appellerait Wagner. Les autorités maliennes ont dit que ça n'était pas Wagner, mais bien des coopérants. Et c'est là où le blesse, on dira, pour l'expression un peu triviale, de dire qu'ils sont vent debout contre les Russes, clairement, et les Russes, l'État russe, qui a ramené la paix en Syrie quand même, c'est pas rien, qui a stoppé la progression en Ukraine, ce n'est pas rien non plus, puisque c'est quand même des fascistes qui étaient en face, qui a stoppé la progression un peu partout sur ses frontières, hein, c'est pas des opérations à minima, qui a stoppé évidemment la chute, la désagrégation de la Centrafrique, hein, puisque c'était l'objectif, et qui aujourd'hui s'inscrit dans la CEDEAO, donc dans un pays très important de la CEDEAO sur un plan de la superficie, sur un plan de la géographie. C'est un pays qui touche quasiment tous les pays de la CEDEAO et qui est frontalier avec un allié important des Russes qui est l'Algérie. Alors, il y a une coopération tous azimuts entre la Russie et l'Algérie, donc déjà la possibilité pour que ces groupes djihadistes puissent se réfugier en Algérie est nulle, puisque l'armée algérienne est sur le qui-vive. La question de la Libye, c'est fini, puisqu'ils sont en train de régler, de se trouver un terrain d'entente pour endiguer ce phénomène terroriste. Et les pays de la CEDEAO qui sont effectivement, et qui reçoivent une énorme pression de la France, on leur oppose quoi comme argument? De dire que les Russes n'ont rien à faire au Mali, alors que les résultats risquent d'être visibles rapidement, et que les Russes n'ont rien à faire là-bas parce que ce serait une société privée qui opérerait. Vous imaginez un peu la légèreté. Au lieu de taper les deux mains et que Berkane fasse la fête, l'ancienne Berkane Takuba maintenant, se satisfasse d'un soutien russe, c'est pas rien quand même d'avoir la Russie avec soi, puisque les Russes ont fait leur preuve sur beaucoup de théâtres d'opération pour endiguer le terrorisme. Eh bien, au lieu de se satisfaire de ça, ils font des pressions en disant, aujourd'hui les Français menacent de partir du Mali si jamais les Russes restaient. J'ai envie de dire qu'à la limite, c'est pas plus mal qu'ils partent, d'abord parce qu'ils ne sont pas chez eux, ça commence par le début, et surtout parce que si leur objectif, c'est pas d'éradiquer le terrorisme, on ne sait pas quel est leur objectif finalement. Les Russes veulent éradiquer le terrorisme, les Français prétendent vouloir le faire, mais ils veulent pas de Russes sur le territoire. C'est quoi le problème? C'est le terrorisme ou c'est les Russes? Eh bien, la réponse, elle est très claire. C'est le précaré français qui est menacé. C'est cette espèce d'ancienne zone d'influence France CFA, littéralement, on a encore du franc dans la région, c'est une horreur, qui est menacée, et la menace inquiète les Français qui font pression sur les dirigeants de la région au motif que, soi-disant, le Mali
ne serait pas démocratique. Bien la question qui se pose réellement, pendant 8 ans, le Mali était démocratique, les résultats étaient nuls. Donc, le droit de poursuite dont on parlait à l'instant, je pense qu'il va de fait et naturellement se mettre en place pour deux raisons. La première, parce que si ces djihadistes vont dans les autres pays, ils vont produire le même type de terrorisme. Ensuite, parce que quand on coupe les bases arrières de ce fameux mouvement djihadiste, ils n'ont plus les moyens de l'alimentation en nourriture, en armes et en soutien logistique. Il n'y a plus de logistique. Quand vous coupez la logistique, c'est compliqué. Donc, ils vont être radicalisés, ils vont se retrouver en situation difficile, ils vont donc agresser à nouveau d'autres villages et villes. Et à ce moment-là, les forces armées locales seront obligées soit de faire appel à la maman la France, ce qui sera quand même calamiteux en termes d'image, soit simplement de faire appel à des coopérants étrangers qui font le travail. Et quand les Maliens vont arriver à un seuil de crédibilité en termes de qualité militaire, ils seront capables, tous seuls, les FAMA, les fameuses forces armées maliennes, de pouvoir prendre le relais des Russes et donc de prouver qu'effectivement la coopération russo-malienne a fonctionné. Les autres États ne seront au mieux honteux de ne pas avoir agi, au pire jaloux et vouloir faire la même chose. Donc je pense réellement que ce droit de poursuite va s'installer de fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une volonté des dirigeants qui sont gênés aux encablures parce que les pressions occidentales sont présentes. C'est l'idée de se dire, mais à quoi nous ressemblons, nous qui recevrons le terrorisme chez nous, qui sera éradiqué au Mali. Ça va être très compliqué à gérer. Donc je pense, il y a déjà eu un Russe d'ailleurs qui était blessé aujourd'hui, d'après ce que j'ai appris, je pense qu'effectivement, cette coopération se fera tous azimuts, lentement, effectivement. Les résultats prouveront que les Russes ne sont pas là pour rigoler, parce que quand les Russes se déplacent, en général, ils font le travail. Et une fois que ces résultats seront probants, à ce moment-là, les autres chefs d'État de la région devront se poser la question de savoir s'ils veulent rester au pouvoir en ayant l'assentiment de leur population qui n'acceptera pas que le terrorisme s'installe chez eux et qu'il n'ait rien fait, ou alors simplement s'ils veulent continuer à combiner avec une France qui ne les a pas vraiment aidés et qui conduira effectivement à peut-être d'autres coups d'État militaires dans la région, parce que ce n'est pas exclu. Le Mali n'est pas une exception en soi. Quand il y a une insatisfaction de la population, les militaires en général sont bien perçus. On se souvient à l'époque de Sankara, pour donner un exemple très précis. Donc oui, il va y avoir un droit de poursuite certainement qui va s'imposer de fait, non pas par volonté politique, mais par nécessité impérieuse de survie des dirigeants de la région qui ont un soutien très maigre finalement de la France et du reste de l'Occident. On va rapidement aller au standard de la télévision panafricaine, vous donner la parole. Bonsoir et bienvenue, vous nous retrouvez et nous commentons avec vous ce déploiement des paramilitaires russes sur l'ensemble du territoire malien dans le cadre des accords de coopération avec Moscou. On a parlé de plusieurs niveaux d'intervention, formation à l'utilisation des équipements acquis récemment en Russie, notamment des hélicoptères de combat, formation tactique également, et puis appui opérationnel au moment où les offensives vont être lancées. Alors, quelle réaction, quels commentaires, nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Guy. Bienvenue à l'antenne, Zerfel. Moi, d'abord, je vais vous dire bonne année, bonne heureuse année à tous les journalistes de Afrique Média et puis sans oublier le directeur et le DG de Afrique Média. Monsieur Guy, vous allez me permettre de donner 2 minutes. Quand je vais parler du Mali, je veux aussi parler de la Côte d'Ivoire. Voilà, les Maliens, c'est ce que je disais plusieurs fois quand les Russes étaient, comme on dirait en Centrafrique. Parce que quand tu vas voir un ami pour qu'il t'aide, il ne faut pas traîner les pas. Aujourd'hui, les Maliens, ils ont compris. Ils n'ont pas voulu traîner les pas. Ils sont passés à l'action. Malgré tout ce qui se passe sur leur dos aujourd'hui, ils n'écoutent pas et puis ils avancent. C'est ça que l'Africain doit faire. Il n'a pas écouté tout ce qui est autour de lui, tout ce qui va lui mettre, comment dire, les bâtons dans les roues. Il n'a pas regardé ça et avancer et tout droit jusqu'à ce qu'il obtienne son objectif qu'il a visé. Alors bon, aujourd'hui, moi, le Malien, le fait que les Russes sont arrivés aujourd'hui, moi je suis trop content. Même je suis jaloux même aujourd'hui, les Maliens vont avoir leur liberté d'expression et liberté de leurs économies. Moi, je suis très content pour eux. Parce que c'est cette richesse qu'ils en ont depuis des siècles. Aujourd'hui, que les Français ils ont pris. Mais on dit que le voleur, il a 29 jours, le propriétaire a 1 jour. C'est ça le 1 jour d'aujourd'hui des Maliens. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu a permis pour que les Russes arrivent dans leur pays pour sauver, comment dire, ces Maliens. Moi, je suis
Je suis fier de vous, les Maliens. Continuez dans ça. Bien sûr qu'il aura la CAN bientôt, mais au lieu de choses, de se concentrer et de vous concentrer sur les matchs, regardez la liberté de votre pays d'abord avant de faire la joie. La joie viendra après. Mais ce qui est important, c'est de dire qu'il faut que vous libérez votre pays pour que tous les Maliens, tous les enfants, fils et enfants puissent bénéficier de cette richesse. Je m'arrête là. Je voulais tout simplement parler de la Côte d'Ivoire. Ça fait un bon moment qu'on ne parle plus de la Côte d'Ivoire. Nous, aujourd'hui, on n'est pas en paix en Côte d'Ivoire. Voici un gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui, qui organise une réunion, je ne sais pas si je peux appeler ça réunion ou quoi, un dialogue. Le dialogue, donc, ils ont parlé depuis longtemps. Et ce dialogue, aujourd'hui, est suspendu. Et ce qui a suspendu ce dialogue, c'est le gouvernement qui est là, qui ne veut plus écouter les opposants. Et il envoie encore des choses, des procureurs attaquer des gens, et ce qu'eux-mêmes ont provoqué sur le terrain. Alors moi, je veux que Afrique Média reprend encore, Afrique Média revienne nous aider encore pour qu'ils mettent le dossier de la Côte d'Ivoire sur la table des choses d'Afrique Média. Parce qu'on n'est pas en paix. On n'est pas en paix. On n'est pas libre. On veut la liberté. C'est qu'aujourd'hui, vous avez posé une question tout à l'heure à mon frère burkinabé. Parce que si ils sont en train de regarder les Maliens aujourd'hui en train de radicaux, ils vont chasser tous les djihadistes dans leur pays. Et ces djihadistes-là, ils vont venir au Burkina, et du Burkina, ils peuvent venir en Côte d'Ivoire. Alors, en ce moment-là, il faut que le gouvernement ivoirien s'apprête aussi pour intercaler ces gens-là. Parce que quand les choses vont commencer, on a vu en Syrie, quand les Russes ils ont commencé, tous les djihadistes ils sont partis, ils sont retournés, en Libye. Et de là, ils sont partis dans le désert. Pour cela, ils ont commencé à faire la rébellion dans le nord du Tchad. Voilà la vérité. Donc il faut que les Burkinabés et le Niger et la Côte d'Ivoire se réveillent un peu. Parce que nous dormons trop. Nous dormons parce qu'on a adossé avec des Français qui nous font endormir. Ils viennent prendre nos richesses et que ces présidents qui sont aujourd'hui au pouvoir, en train de nous embêter, il faut que l'Afrique Média remette, disons, le dossier de la Côte d'Ivoire sur le plateau pour qu'on en parle quelquefois. Je suis content que vous parlez toujours du Mali. Vous parlez de la Centrafrique. Mais il faut que nous, on n'a pas encore eu notre liberté. Il faut qu'on en parle les prochains jours. Je vous en remercie et puis bon week-end. Nous vous remercions également, Zerfel, et vous souhaitons un excellent week-end. On va poursuivre en vous proposant justement ce reportage qui revient sur le rôle stratégique de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. On y retrouvera également un extrait de la visite du ministre malien des Affaires étrangères en Algérie, un peu comme pour dire qu'en ce qui concerne le droit de poursuite ou alors la coopération dans la lutte, on peut voir déjà ici une alliance stratégique Mali-Algérie qui pourrait lourdement contribué. Suivons plutôt. En marge de l'audience accordée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, ce dernier a expliqué que le but de sa visite était d'informer le président algérien sur la situation au Mali, notamment les avancées et les difficultés liées au processus de transition, qui a été marqué récemment par la tenue des assises nationales. Ces assises-là, c'était vraiment pour pouvoir partager l'ensemble de ces éléments, pour qu'en tant que pays voisin, le président algérien soit pleinement informé de ce qui est en cours et qu'il puisse aussi nous donner les conseils nécessaires pour la suite des étapes. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a assuré que l'expérience de l'Algérie va permettre d'aider le Mali dans son processus d'acheminement vers la diplomatie, la sécurité et la paix.
Nous avons vraiment, en toute franchise, écouté les messages, les conseils que le président nous a donnés et que nous nous ferons le devoir aussi de transmettre fidèlement à son frère, le président Goïta. Et nous sommes certains que ces éclairages, sa sagesse, fondée aussi sur l'expérience de l'Algérie, sont des éléments qui vont aussi aider le Mali, les Maliens, le président et l'ensemble du gouvernement pour pouvoir ensemble cheminer pour une paix et une stabilité durable. Abdoulaye Diop a par ailleurs salué le rôle essentiel que joue l'Algérie autant que partenaire allié stratégique et les efforts fournis par sa diplomatie pour amener la paix et la stabilité au Mali. En marge de l'audience accordée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, ce dernier a expliqué que le but de sa visite était d'informer le président algérien sur la situation au Mali, notamment les avancées et les difficultés liées au processus de transition qui a été marqué récemment par la tenue des assises nationales. Ces assises-là, c'était vraiment pour pouvoir partager l'ensemble de ces éléments pour qu'en tant que pays voisin, le président algérien soit pleinement informé de ce qui est en cours et qu'il puisse aussi nous donner les conseils nécessaires pour la suite des étapes. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale a assuré que l'expérience de l'Algérie va permettre d'aider le Mali dans son processus d'acheminement vers la diplomatie, la sécurité et la paix. Nous avons vraiment, en toute franchise, écouté les messages, les conseils que le président nous a donnés et que nous nous ferons le devoir aussi de transmettre fidèlement à son frère, le président Goïta. Et nous sommes certains que ces éclairages, sa sagesse, fondée aussi sur l'expérience de l'Algérie, sont des éléments qui vont aussi aider le Mali, les Maliens, le président et l'ensemble du gouvernement pour pouvoir ensemble cheminer pour une paix et une stabilité durable. Abdoulaye Diop a par ailleurs salué le rôle essentiel que joue l'Algérie autant que partenaire allié stratégique et les efforts fournis par sa diplomatie pour amener la paix et la stabilité au Mali. Porteur d'un message de son Excellence Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État du Mali, à son frère aîné, son Excellence Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Ce message s'inscrit dans le cadre des relations de solidarité, d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui ont toujours existé entre le Mali et l'Algérie. Le message que j'ai eu l'honneur et le plaisir de remettre à son Excellence le président Tebboune porte essentiellement sur la situation au Mali, notamment les avancées et les difficultés liées au processus de transition qui a été marqué récemment par la tenue au Mali des assises nationales de la refondation qui ont permis aux Maliens de se parler, de s'approprier leur destin et aussi de partager leur vision pour le Mali et aussi d'en fixer les étapes et les perspectives. L'Algérie, en tant que pays voisin, est plus que concernée par ce qui se passe au Mali. Et c'est dans ce cadre-là que le président Goïta nous a demandé, avec la délégation qui m'accompagne, de venir partager avec son frère aîné les messages et les recommandations qui ressortent de ces assises nationales qui ont vocation à renforcer la démocratie au Mali, mais aussi la paix et la stabilité, paix surtout pour laquelle l'Algérie continue à jouer un rôle essentiel en tant que partenaire allié stratégique du Mali, mais aussi un pays qui est avec le Mali en toute solidarité pour nous accompagner à notre demande dans le cadre des efforts pour ramener la paix et la stabilité. Je tiens en particulier à saluer le rôle que l'Algérie joue à nos côtés, notamment à travers mon frère Ramtan Lamamra, qui a été et qui est un acteur essentiel et un artisan de ce processus, qui est notre processus, mais pour lequel nous avons vraiment demandé l'accompagnement de l'Algérie. Donc je disais que ces assises-là, c'était vraiment pour pouvoir partager l'ensemble de ces éléments, pour qu'en tant que pays voisin, le président algérien soit pleinement informé de ce qui est en cours et qu'il puisse aussi nous donner les conseils nécessaires pour la suite des étapes
parce que la stabilité du Mali est aussi la stabilité de l'Algérie et que nous sommes tous ensemble. Nos peuples vivent les mêmes difficultés et partagent les mêmes espoirs. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus partager ces informations et demander que le Mali continue, en tant que pays voisin de l'Algérie, à bénéficier de l'accompagnement et de la solidarité. Je pense que c'est une tautologie, une évidence pratiquement de demander cela parce qu'au quotidien, l'Algérie est présente aux côtés du Mali et souvent sans tambour battant, de façon discrète, mais elle est toujours là, elle est toujours présente. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus et nous avons vraiment, en toute franchise, écouté les messages, les conseils que le président nous a donnés et que nous nous ferons le devoir aussi de transmettre fidèlement à son frère le président Goïta. Et nous sommes certains que ces éclairages, sa sagesse, fondée aussi sur l'expérience de l'Algérie, sont des éléments qui vont aussi aider le Mali, les Maliens, le président et l'ensemble du gouvernement pour pouvoir ensemble cheminer pour une paix et une stabilité durable dans notre région et aussi pour le renforcement de la démocratie dans chacun de nos pays. Retour sur ce plateau après avoir donc suivi cette visite du ministre malien des Affaires étrangères en Algérie et également le rôle clé aujourd'hui de l'Algérie en appui au Mali face à cette guerre contre le terrorisme. Alors on va faire un dernier tour de table là-dessus et je voudrais commencer par vous. Luc Michel, on voit que le Mali peut savoir compter sur l'Algérie, notamment pour avoir une ouverture sur la mer si jamais ça se compliquait beaucoup plus, notamment avec certains alliés stratégiques de la France dans la sous-région. Que le Mali aujourd'hui est en position de force et que les pro-occidentaux de la CEDEAO sont en position de faiblesse. La constitution du triangle stratégique de l'axe géopolitique Alger, Moscou, Bamako, elle a changé toute la donne géopolitique. D'une part parce qu'elle a neutralisé les velléités de sanctions économiques de la CEDEAO. On ne sanctionne pas un Mali qui a à ses frontières sur plusieurs milliers de kilomètres l'appui de l'Algérie, qui est l'économie la plus performante de la région. C'est un État pétrolier et pétro-gazier, ne l'oublions pas. La deuxième chose qu'il faut retenir évidemment, c'est que l'Algérie, ce n'est pas rien. C'est le principal allié de la Russie en Méditerranée occidentale. Il y a actuellement une confrontation qui se fait en Méditerranée occidentale pour la neutralisation des flottes américaines et de l'OTAN. C'est dénoncé d'ailleurs par l'amiral américain qui combat toutes les flottes en Eurasie et en Afrique des États-Unis. La Méditerranée orientale, elle a été neutralisée par la constitution de l'axe stratégique Sébastopol, Tartous en Syrie, qui était un des objectifs de la géopolitique russe depuis Catherine la Grande au XVIIIe siècle. Et maintenant, en Méditerranée occidentale, c'est la confrontation avec justement un axe qui est celui d'Alger et de la Russie face aux États-Unis, au Maroc et aux pays de l'OTAN. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Ma langue n'a pas fourché du tout quand j'ai évoqué l'armée rouge. En 2002, Poutine a rétabli l'île stalinien de 1941 comme hymne de la Russie. Il a rétabli les traditions militaires de l'armée rouge, les étendards rouges derrière lesquels défilent les troupes et l'étoile rouge de l'armée soviétique, c'est celle qui figure sur tous les véhicules et sur tous les avions de la nouvelle armée russe. C'est cela qu'il faut retenir. Ma langue n'a donc pas fourché. C'est la grande armée rouge, celle qui a arrêté les nazis devant Stalingrad et devant Moscou et qui a conquis Berlin en 1945, qui est déployée un peu partout. C'est cette puissance et cette force qui est celle de l'armée rouge depuis maintenant presque un siècle qui est déployée au service d'aujourd'hui des Africains. Merci. Voilà, merci à vous Luc Michel. On va poursuivre avec encore plus d'intervenants. Rappelez que nous n'aurons plus la possibilité de vous donner la parole, vous qui êtes à la maison et qui souhaitiez intervenir. On a privilégié cet élément avec le ministre Diop. Alors, je vous retrouve Roland Bayala, membre de COPA BF Ouagadougou.
pour voilà, une interprétation quant au soutien que peut avoir ici le Mali de l'Algérie dans cette vaste offensive qui se prépare. Ok, encore merci une fois de plus. Je pense que, vous voyez, c'est ce qui devrait être la norme. C'est ce qui devrait être la norme entre pays frères et entre pays africains et surtout des pays qui ont en commun une frontière. Ça devrait être la norme. Qu'aujourd'hui, qu'un pays qui est attaqué, un pays frère, un pays avec lequel nous avons une frontière commune est attaqué, que nous puissions aller prêter main forte à ce pays-là. C'est ce qui devait être dans les différents pays africains. Je pense que si cela avait été, aujourd'hui, on n'allait même plus parler du terrorisme. Ce que l'Algérie fait aujourd'hui, à travers son président que nous saluons, ce que l'Algérie fait à travers également son ministre des Affaires étrangères, je pense que c'est un acte de bravoure, un acte réellement panafricain. Il n'y a pas plus que panafricain, il n'y a pas plus de panafricanisme qui dépasse cela. Le fait d'aller à la rescousse, le fait d'aider. Vous avez vu ce que m'a dit, ce que Diop a dit, ce que le ministre des Affaires étrangères malien a dit, il dit qu'à plusieurs reprises, l'Algérie vient en aide, souvent même sans crier gare. L'Algérie vient en aide au Mali sans crier sur tous les toits que nous aidons le Mali. Et ce n'est pas le cas pour les autres pays. Ce n'est pas le cas pour les pays occidentaux. Lorsqu'ils donnent 5 francs, il faut que tout le monde entier soit au courant. Et je pense que l'exemple de l'Algérie et du Mali mérite d'être partagé. Ça mérite d'être partagé dans toute l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, on n'aurait même pas eu besoin de Wagner aujourd'hui sur les sols africains. Si effectivement, ce que l'Algérie est en train de faire au Mali aujourd'hui était partagé, était une chose qui était partagée par les autres pays africains, à savoir, et ceux qui ont en commun les frontières au niveau du Sahel. Gamal, bonne soirée à dimanche. Voilà, je vais parler effectivement de l'Algérie, comment on appelle ça? Je vais parler effectivement du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, je vais parler du Niger, je vais parler du Tchad, etc. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment cet acte algérien mérite d'être salué à sa juste valeur, mérite que l'on puisse applaudir, mérite même que l'Algérie soit plébiscitée au niveau des autres pays africains. C'est ce qu'il faut. Et quand vous écoutez effectivement Linda, quand elle passe sur votre plateau, chaque jour, elle nous donne les détails de la coopération entre le Mali et l'Algérie. Et c'est ce qui devait se faire. Mais quand vous vous rendez compte, regardez l'exemple du Niger. Le Niger, par exemple, qui refuse que son espace aérien soit survolé par des avions russes pour venir aider le Mali. Vous voyez que ça, c'est vraiment une honte de Bazoum, une vraie honte qu'il fait à notre peuple, à notre population africaine. Et quand vous voyez à côté aussi, effectivement, le frère ivoirien qui est intervenu il n'y a pas longtemps, quand vous voyez ce qui se passe au Burkina, au Niger, au Mali, et que la Côte d'Ivoire est là, elle ne dit rien. Ça, c'est un silence coupable. Vous voyez ce qui se passe au Tchad, vous voyez ce qui se passe ailleurs, et les autres pays ne disent rien. Comme si, effectivement, ils sont des alliés venant de l'Occident. Donc, moi, je pense que c'est une triste réalité. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons dit, nous avons été directs dans nos revendications, nous avons été directs lorsque nous prenons la parole. Nous avons dit que c'est tous ces chefs d'État qui continuent aujourd'hui à soutenir la France, lorsque la France tape son marteau sur un pays africain qui est en train de chercher sa suprématie, ces présidents africains doivent dégager, laissez-le tablier. Nous avons dit, nous sommes radicaux par rapport à cela. Un président africain qui ne peut pas soutenir un autre pays africain qui a le même problème de terrorisme sur son sol, et ce président ne fait que sur l'ordre venant de l'Élysée, l'ordre venant des États-Unis, c'est quelqu'un qui ne mérite pas qu'on puisse l'appeler africain. Il ne mérite pas le titre de l'Africain. Il ne mérite pas qu'on puisse l'appeler homme noir. Ce type-là, il a perdu tout en lui, toute africanité. Il a perdu toute légitimité d'être appelé africain. Donc, on doit le chasser de notre continent. C'est ce que nous disons clairement. Et donc, encore de plus, nous disons un chapeau encore à l'Algérie et nous encourageons effectivement cette coopération entre l'Algérie et le Mali, que cette coopération puisse s'étendre aussi, s'étendre à d'autres pays. Et bientôt, lors d'une conférence de presse, nous allons encore appeler l'Algérie à l'aide. Nous allons demander à l'Algérie effectivement de venir aider le Burkina Faso. Parce que ceux qu'on a appelés la Turquie, là, nous n'avons rien de commun avec la Turquie. Nous n'avons aucune histoire avec la Turquie. Voilà. Nous savons aujourd'hui que la Turquie travaille avec les États-Unis. Et nous savons que les États-Unis sont là pour défendre, la France est là pour défendre les intérêts des États-Unis sur le sol. Donc pour cela,
Il y a des pays, comme on l'a dit, des deux blocs, il faut que chacun choisisse son camp de façon claire. De façon claire. Et donc, je ne peux que saluer encore cette bravoure algérienne et effectivement cette ténacité malienne. Merci. Merci, nous vous remercions. Et on va terminer avec vous. Voilà. Gamal, on termine avec vous quant à l'appui stratégique qui peut venir d'Alger dans cette vaste offensive contre les groupes terroristes qui se préparent. Alors déjà, il faut souligner deux choses. L'Algérie, depuis la fin du Hirak, 2 ans, a changé radicalement de position politique. C'est-à-dire que l'Algérie s'était enlisée dans les années 80 et 90 avec la guerre civile à une politique qui était plutôt de revenir sur soi, un repli sur soi, un pays qui était affaibli, qui était sous la coupe du FMI, qui était donc en grande difficulté, ne pouvait plus devenir cette espèce d'espoir africain qui a été au démarrage de la révolution. Et l'Algérie, depuis les années 2000, avec le concours du Venezuela et la remontée du pétrole, a reconstitué une puissance économique interne, restructuré le pays et surtout réarmer le pays et reformer ses militaires. Donc l'Algérie aujourd'hui est une très grande force militaire maghrébine indiscutablement, c'est une force régionale, c'est une force très bien équipée par l'Union soviétique, enfin l'ex-Union soviétique, par la Russie. Les relations entre l'Algérie et Moscou sont excellentes, elles sont tellement excellentes qu'aujourd'hui les Russes travaillent directement avec les Algériens pour les équiper des dernières technologies du dernier cri, les S-400, donc ces systèmes d'interception de missiles contre tout avion entrant étranger. Donc l'Algérie a donc les moyens larges de sa défense et elle développe une industrie qui devient offensive. Donc ils sont en mesure aujourd'hui de redéployer leur capacité militaire et économique, puisqu'il y a des réformes économiques qui sont conduites. Alors la relation entre l'Algérie et le Mali est excellente, vous l'avez bien fait de souligner en mettant l'extrait de AL24, à savoir que le représentant de l'État malien s'est rendu à Alger, effectivement, et que c'est célébré l'Algérie comme 2 États frères. Le Mali et l'Algérie ont toujours été très proches sur un plan politique, et aujourd'hui, ils raffermissent leur proximité, puisque l'Algérie a fait un couloir aérien pour que les avions russes puissent transporter du matériel en direction du Mali. Donc l'isolement du Mali, puis c'est un pays qui est enclavé, n'oublions jamais cela, cet isolement a été cassé par les accords économiques que l'Algérie vient de faire avec le Mali, en renforçant sa relation économique et en ouvrant la frontière littéralement aux Maliens. Tout cela pour dire que l'accord réparation politique, économique existe, mais militaire aussi. Et ce qui doit être souligné dans l'histoire, c'est que nous avions un pays qui a été affaibli, qui a été instabilisé, je parle de l'Algérie, et qui aujourd'hui, pour rendre à ses frères ce qu'elle doit à ses frères, parce que la révolution algérienne a été aussi aidée par les pays africains, n'oublions jamais cela, eh bien, les Algériens décident de reprendre leurs responsabilités. C'est un des pays les plus riches d'Afrique, un des pays les plus développés malgré tout, même si on est encore malheureusement trop dépendant du pétrole et du gaz. C'est un pays qui a une très forte diaspora à l'étranger, et c'est un pays qui inquiète l'ancienne puissance coloniale. Mais la question que je vais poser maintenant, une question qui est intéressante, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le Mali doit coopérer avec un pays qui, comme lui, a subi le colonialisme barbare français, que le Mali coopère avec un pays comme la Russie qui n'a jamais colonisé, avec la Chine qui n'a jamais colonisé, tant mieux. Mais surtout, comment peut-on aujourd'hui, comment des chefs d'État africains peuvent-ils, sans honte, regarder leur peuple en disant « nous allons faire appel à l'ancien barbare colon », l'ancienne puissance tutélaire coloniale, le colon qui a massacré les populations dans toute la région. Comment peuvent-ils faire appel à ces gens-là pour garantir une sécurité alors qu'ils étaient encore hier leurs bourreaux? C'est très difficile à comprendre. C'est comme si moi j'allais voir un médecin criminel dans un camp nazi et lui demander de me soigner aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Et bien là, en l'occurrence, c'est ce qui a été mis en place. C'est-à-dire que les chefs d'État africains, qui souvent sont plutôt placés, appellent le bourreau plutôt que d'appeler des forces qui seraient neutres. Et donc, la présence algérienne qui va intensifier sa relation avec le Mali et avec les pays sahéliens, qui a décidé de ressortir de ses frontières politiques et avec la réforme qui a été conduite sur la Constitution, de pouvoir intervenir militairement en dehors des bases militaires algériennes du territoire, eh bien, cette coopération tous azimuts va donner un renforcement effectivement de l'axe stratégique entre Bamako et Alger, mais pas seulement. Ça passera nécessairement par le Niger, parce que le Niger va devoir dépendre du pétrole qui viendra du Nigeria. Le gazoduc ils ont enfin construit ce gazoduc qui a démarré, donc on va avoir un gazoduc qui va relier les 3 pays. Et donc l'influence d'Alger sera considérable. C'est une influence qui est idéologique. C'est le pays qui a vaincu le colonialisme, il ne faut pas l'oublier. C'est une influence qui est politique. C'est un pays qui voit un axe différent de l'ultralibéralisme américain. Et c'est une influence évidemment militaire, puisque l'Algérie est la première puissance militaire régionale. C'est un budget à peu près de 10 à 15 milliards de dollars par an. L'Algérie a compris que sa sécurité dépendait d'abord
d'abord d'une sécurité aux frontières et d'une sécurité intérieure pour garantir une sécurité économique. Et ce modèle économique qu'Alger commence à proposer, tout comme les Russes l'ont reconstitué leur puissance après avoir être passé par une période catastrophique dans les années 90 sous l'ère de Helsil, l'alcoolique. Aujourd'hui, les Algériens ont décidé de relever la tête et de faire en sorte que l'Afrique la regarde comme une nation sœur et non pas comme les Français seraient une ancienne puissance coloniale, donc une nation qui serait potentiellement hostile et intéressée. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que cet axe va être solide? Il est très solide depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, grâce à la puissance économique retrouvée de l'Algérie, la puissance militaire retrouvée et surtout un retour de dignité, à savoir que les Algériens qui connaissent le monstre colonial veulent le combattre et veulent combattre, comme le disait Boumedienne, le néocolonialisme économique, eh bien, cette solution va être apportée par une nation comme l'Algérie avec le soutien et le concours des Chinois et des Russes qui sont les meilleurs alliés des Algériens. Je vous garantis au moins une chose là-dessus, c'est que non seulement la coopération sera totale, mais surtout elle ne sera pas une coopération de donneurs ou de donneuses de leçons qui explique aux États vous devez être démocratique. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est pour expliquer que la coopération sera très longue. Il faut dire que c'est parce que nous sommes arrivés au terme de cette édition. Nous vous écoutons tout à l'heure avec beaucoup, nous vous avons suivi avec beaucoup d'intérêt, mais sauf que nous sommes arrivés au terme de cette édition. Gamal, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. À vous aussi, merci encore pour l'invitation. Merci. Merci également à Luc Michel depuis Bruxelles. Merci également à Roland Bayalla, membre de COPA BF Ouagadougou. Merci monsieur, je vous souhaite une excellente soirée. Le journal africain est à suivre dans 8 minutes maintenant. À très très vite. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis le Keka. Bonsoir monsieur, Afrique Média, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde.